Vous comptiez visiter Moscou en voiture? Bah, c'est vous qui voyez. Mais franchement, à votre place, j'y réfléchirais à deux fois. Bref, pas besoin de vous faire un dessin. La voiture n'est pas la meilleure solution pour circuler ici. À vélo alors? Pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous risqueriez de finir dans un autre véhicule. Finalement, mieux vaut rester piéton et utiliser à l'occasion le métro. Le Kremlin, autrement dit la forteresse, est une véritable ville dans la ville. Derrière ces épais remparts, s'est décidé le sort de millions d'hommes. Siège du pouvoir politique, le Kremlin abrite le palais présidentiel et le Sénat. Le pouvoir civil cohabite avec plusieurs cathédrales. En 1812, Napoléon Bonaparte s'empare de Moscou, mais la Russie lui échappe. L'aventure se terminera par la tristement célèbre retraite de Russie. En 1942, un autre rêve d'empire s'est brisé ici. L'armée rouge et le peuple russe ont payé le prix fort. Par contre, Moscou a vu d'autres rêves d'empire se concrétiser. Celui des tsars et celui du petit père des peuples. Pour pouvoir faire défiler ses porte-missiles sur la place rouge, Staline n'a pas hésité à faire raser ce qui gênait. En 1931, la porte de la résurrection a ainsi disparu. Elle sera reconstruite à l'identique en 1994. En 1936, c'est la cathédrale Notre-Dame de Kazan qui sera détruite sur ordre de Staline. La cathédrale sera reconstruite en 1993. Staline avait également songé à se débarrasser de la cathédrale Basile le Bienheureux. Finalement, il épargna le monument. La cathédrale est constituée de 9 chapelles adjacentes. Sa construction commença en 1555, sur l'ordre du premier tsar de Russie, Ivan le Terrible. Les projets d'extension de la place rouge ont bien failli être fatals au GOUM. Construit à la fin du XIXe siècle comme une galerie marchande à la pointe de la modernité, le GOUM a été utilisé comme immeuble de bureau pendant une partie de l'ère soviétique. Il retrouvera ensuite son rôle de galerie marchande, réservée aux élites du régime et aux étrangers. Le GOUM se présente aujourd'hui comme une galerie marchande de grand luxe. S'y côtoient Cacharel, Christian Dior, Hermès, Louis Vuitton, Cartier et bien d'autres. Dôme et Baccarat ont choisi de s'installer de l'autre côté de la rue.
La présence de baccarat n'est que justice. Ce sont les tsars et leur cour qui ont passé les plus grosses commandes à la prestigieuse cristallerie Lorraine, l'obligeant à construire un four supplémentaire, rien que pour le marché russe. Quant au Lada, fini. Place enfin à de vraies voitures. Les plus aisés feront leurs courses au gastronome numéro 1, ou bien au magasin Yeliseyev. Ils pourront retrouver les mêmes produits dans un des plus grands restaurants de la capitale. Attention, l'addition n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour les budgets plus modestes, ou pour les nostalgiques, on peut se restaurer dans une ambiance de cantine pseudo-soviétique, au Stolovaya numéro 57, au dernier étage du GOUM. À 2 pas de la place rouge, les sosies des présidents et les marchands de souvenirs attendent le touriste sous une fine pluie d'automne. Depuis quelques années, des Français viennent tenter leur chance à Moscou, avec nettement plus de succès que Bonaparte. Au XIIe siècle, Moscou était encore une petite ville, blottie dans une courbe de la Moskova. C'est seulement au XVe siècle que la ville prendra le statut de capitale. Aujourd'hui, Moscou compte 12 millions d'habitants. Staline a voulu marquer la ville de son empreinte. L'architecture stalinienne a fait école dans toute la zone d'influence de l'URSS. Construite entre 1839 et 1883 pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon Ier, la cathédrale du Christ Sauveur n'a pas échappé à la folie destructrice de Staline. Sur son emplacement devait être construit le palais des Soviets. Finalement, c'est une piscine qui comblera le vide laissé par l'édifice. La cathédrale sera construite à l'identique entre 1995 et 2000. Sur l'autre rive de la Moskova, l'église de la résurrection des tonneliers, plus modeste, a échappé à la vague de destruction décrétée par Staline. Elle a par contre souffert du manque d'entretien et a connu un lent délabrement. Les premiers travaux de restauration lui ont déjà rendu une partie de sa splendeur. Sous le Moscou visible se cachent encore bien des monuments. Le métro, dont la construction a commencé en 1931, se devait d'être une des vitrines du stalinisme triomphant. Plusieurs stations ont reçu un décor grandiose, mettant en avant le savoir-faire soviétique, employant les matériaux les plus nobles venus de toutes les républiques de l'Union soviétique. La station Plochtchad Revolutsy, place de la Révolution, est une des plus impressionnantes. Ses piliers sont ornés de statues de bronze grandeur nature, représentant les héros du peuple. Kolkhosiens, mineurs, ouvriers, mères de famille, et bien sûr, défenseurs de la patrie. Bien que datant d'une autre époque,
les statues ne sont pas boudées par les moscovites. Elles ont aujourd'hui valeur de fétiche. Le marin porte chance, le coq est promesse d'argent, et le chien gage de réussite aux examens. Au dehors, la nuit est tombée. Les tramways, promis à une prochaine rénovation, font encore trembler les vitres. La rue Tverskaya, une des principales artères commerçantes du centre, se pare de 1000 couleurs. Cette débauche de lumière, censée attirer le chaland vers les plus grands restaurants, vers les boutiques les plus chics, ouvertes 7 jours sur 7, n'était pas à l'ordre du jour de la révolution prolétarienne. Les symboles soviétiques sont maintenant relégués dans un cimetière de sculptures en plein air. Lénine a de quoi se retourner dans son mausolée. Le monde dont il avait rêvé n'a jamais pris forme. Moscou n'a jamais cessé d'avoir ses pauvres et ses riches. Et aujourd'hui, elle a ses McDo et ses Starbucks cafés, comme n'importe quelle autre grande ville de la planète. Après Staline, c'est au tour des nouveaux riches de vouloir bétonner Moscou. Il reste malgré tout des quartiers presque intacts. Dans le quartier des Étangs Clairs se dresse l'église de l'Archange Gabriel, plus connue sous le nom de tour Menchikov. Cette église baroque fut construite en 1707 sur ordre du prince Menchikov, qui deviendra gouverneur de Saint-Pétersbourg. Dans ce tissu urbain populaire, les marchés proposent aux moscovites des produits venus de toute la Russie. Les amoureux n'ont que faire du passé tumultueux de Moscou. Ils se prêtent serment, ici comme ailleurs. Certains par un simple cadenas scellé sur le pont Louchkov, d'autres de façon plus solennelle, et même parfois en grande pompe. Que ce soit au champagne sovietskoye ou à la vodka, il est temps maintenant de lever notre verre à leur santé. Вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.